Bonjour à tous les deux. Bonjour. C'est un bel enseignement de vie à tout point de vue, votre documentaire et vos rencontres. Comme je le disais en annonce de ce film, je vais surtout parler de l'Alaska, mais en réalité votre voyage s'est étalé sur plusieurs étapes, l'Alaska étant la finalité. Mais avant tout, l'objectif c'est la rencontre de ces gens qui ont réinventé un mode de vie, sans forcément rejeter ce qui existe, si on a bien compris l'esprit du film. Mais j'imagine aussi que c'est pas forcément si facile de changer de vie. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ces parcours, les difficultés aussi qu'ils peuvent rencontrer aujourd'hui? Certainement que tout n'est pas rose. Non, effectivement, c'est vrai qu'on a voulu faire un film résolument positif parce qu'il y a suffisamment de choses qui vont pas bien et donc nous on a pris le parti de montrer un film où les choses se passent bien, mais comme vous dites, tout est pas rose, ça a été même pour nous pas toujours évident pendant le voyage. Et pour eux, ça n'a pas été facile aussi. Pour nous, je crois qu'il y a des familles où atterrir comme ça dans un univers qui est radicalement différent du nôtre, et ben on a dû vraiment s'adapter. Comme vous avez pu le voir, Nick, par exemple, la ferme organique, c'était une communauté hippie. Là, on ne savait pas du tout où on allait débarquer. Et en fait, on a mangé de la salade matin, midi et soir. Et en fait, même si on a adoré ce changement, notre corps, en tout cas, n'a pas aimé du tout. Et je crois qu'on a mis bien 2 semaines avant de se sevrer du sucre. En fait, on était en manque de sucre. On avait des biscuits d'abord planqués sous le lit. Donc là, ça a été. Mais quand il y a eu des biscuits, je peux vous dire que c'était très très dur. Ça, c'est la petite anecdote où chez Maxime le musher, il n'y avait pas d'eau ni d'électricité. Donc c'est juste pas lavé pendant 2 semaines. On dormait au-dessus des cages à chiens. Voilà. On s'est rafraîchi quand même. Ouais. Et donc voilà, ça c'était notre cheminement à nous. Et c'est vrai que pour ces personnes, elles expliquent que ça a été un long travail, qu'elles ont parfois mis des années avant de réaliser leurs rêves et qu'encore aujourd'hui, il y a des embûches. C'est pas facile, mais elles y sont arrivées et je crois que le message qu'on veut passer, c'est quand on se bat et qu'on ne cesse pas d'y croire, tout est possible. Bon, ouais, très bien. Et d'ailleurs, ces personnes, notamment Nick, le premier intervenant, comment vous l'avez connu? Par quels moyens? Est-ce que vous aviez pris des renseignements avant ou est-ce que la rencontre s'est faite au hasard? Et pareil pour les autres. Alors à part Padma qui a été recommandé par Nick, mais comment se sont amorcées ces rencontres? On n'a pris aucun contact avant de partir. Donc on a juste pris notre billet d'avion pour Vancouver. On savait juste qu'on allait acheter une voiture, qu'on se mettait 1 semaine à Vancouver. Et puis voilà, nous ce qu'on voulait vraiment, c'est le rapprochement avec la nature. On vivait dans Bruxelles depuis 10 ans, on travaillait dans des bureaux depuis 10 ans, donc je pense que vous l'avez réalisé, c'est pour ça aussi qu'on voulait se rapprocher de la nature. Et puis aussi, voilà, on s'est demandé comment rencontrer ces personnes. Moi, j'avais déjà expérimenté le woofing au Costa Rica quelques années avant, et du coup, on s'était inscrit sur des sites comme le Woofing et Workaway. Après, c'est vraiment en quittant Vancouver qu'on a commencé à prendre contact avec ces personnes. Et c'est du coup vraiment eux qui ont un peu tracé notre voyage. On n'a pas fait de ligne droite, on a fait un peu des zigzags vers vraiment ces personnes qui nous inspiraient. Donc, voilà. Alors justement, sur place, qui vous a rencardé, entre guillemets, sur le premier? Donc on a quitté Vancouver et puis Nick, on l'a découvert vraiment donc, sur le site. On a pris contact avec lui sur la route. Et puis il nous a dit ok, pas de souci, si vous voulez travailler pour mon projet, venez chez nous. Et puis voilà, 24 heures plus tard, on était chez lui, il nous accueillait les bras grands ouverts, et puis directement on a fait partie de leur famille, et puis ainsi de suite, c'est comme ça que ça s'est passé. Et alors quels enseignements vous en tirez dans votre quotidien aujourd'hui, puisque vous habitez toujours Bruxelles? On a quitté Bruxelles pour la campagne, on n'en pouvait plus. On n'en pouvait plus, on avait besoin de nature, on avait besoin d'un jardin, d'un potager. Donc je dirais que les enseignements, c'est qu'il ne faut pas attendre pour vivre ses rêves, il faut y aller. Quentin a fait une reconversion professionnelle à 360 degrés, il travaille dans la télévision maintenant, il est menuisier. Bon, et le message qu'on veut passer aussi, c'est en aucun cas on veut être moralisateur ou donneur de leçons. Changer de vie, c'est vraiment difficile, et moi j'ai mis 2 ans après ce documentaire à changer de vie. J'ai démissionné il y a 2 semaines, et on a un projet de tour du monde. Voilà, donc chacun a son rythme, mais il ne faut surtout pas perdre son objectif de vue. Si on a des rêves et des projets, il ne faut pas attendre. Et après, on ne veut pas du tout dire qu'il ne faut pas vivre en ville ou quoi que ce soit. Enfin, nous, voilà, on sait très bien, on a plein d'amis et de familles qui adorent vivre en milieu urbain, et nous, on a adoré vivre
en milieu urbain aussi. Et c'est vrai que s'il y a des défis aussi pour l'avenir au niveau environnement et tout ça, ils sont encore peut-être plus importants à faire au milieu urbain. Et là, c'est pour ça que dans un deuxième documentaire, on a envie de montrer aussi que c'est possible ailleurs. On avait plein de projets en France, en Belgique aussi. Il ne faut pas aller aussi loin. Il ne faut pas vivre dans une nature non plus aussi intacte. Nous, c'est ce qu'on adore, mais après, on voit des projets résolument positifs aussi partout. Oui, c'est une question que j'allais d'ailleurs vous poser et vous y répondez quasiment. C'est que la majorité du public qui est ici, j'imagine, habite en ville. Ceux qui n'habitent pas en ville, levez la main, s'il vous plaît. Ah oui, il y en a quand même. Hein. En ville, c'est à la campagne ou c'est proche de la ville? Campagne. Bon, mais la majorité habite en ville. Voilà. Donc, effectivement, c'est important de savoir qu'on peut aussi modifier son quotidien, même si on est pris dans cette société qui nous oblige toujours finalement à consommer plus et plus, on a un fil à la patte. Et parfois, lorsqu'on veut couper ce fil, on ne peut pas parce qu'on habite dans un endroit et on vit dans un système qui nous contraint à vivre comme ça. Donc on peut comprendre qu'effectivement, la campagne, d'ailleurs on voit tous les gens rencontrés vivent en pleine nature. Peut-être que c'est beaucoup plus simple, en tout cas, voilà, l'endroit s'y prête mieux, la nature s'y prête mieux. Mais ce qui serait intéressant, effectivement, c'est de savoir dans le quotidien d'un urbain comment lui peut changer les choses. Et ça, donc ça fera peut-être l'objet de votre deuxième documentaire, c'est bien ça? Oui, ça en fera partie, oui, c'est un sujet qu'on a envie d'aborder. Alors ça soulève tout un tas de questions, et peut-être même parmi vous en avez-vous. N'hésitez pas à lever la main. Ils sont calmes. Ah, monsieur. Justement, le deuxième documentaire, qui va être un peu lent, si c'est pas indiscret. Le deuxième documentaire? Quelle va être lente ou Quel va être le sujet de ce deuxième documentaire? Alors, on a vraiment réalisé que ce documentaire a touché pas mal de monde. On a vraiment fait beaucoup de projections en Belgique, on commence à en faire en France. Et on voit que les gens aiment beaucoup voir des exemples de projets positifs, car souvent on se dit aujourd'hui qu'il faut faire bouger les politiques, que des lois doivent passer pour pouvoir changer de mode de vie et tout ça, alors qu'on réalise nous-mêmes qu'il y a des tas et des tas de projets, il y a des milliers, des millions de gens qui vivent dans la transition actuellement, dans un mode de vie plus simple, plus proche de la nature, voilà, l'importance des vraies valeurs. Et nous, ce qu'on a envie, c'est de se dire, ben voilà, en fait, on voit beaucoup que il y a des gens qui n'attendent pas qu'il y ait des lois qui tombent pour pouvoir suivre des exemples, pouvoir faire partie de projets, et du coup on a envie de montrer voilà, que ça se bouge tout autour et qu'il suffit de participer, de se bouger, et qu'après de toute façon, à un moment donné, au-dessus, ils vont bien devoir suivre à un moment donné si on est de plus en plus à vouloir avoir un mode de vie différent. Pour répondre à la question de monsieur, donc, l'idée, c'est de continuer à rencontrer des personnes comme on l'a fait en Islande, au Canada et en Alaska. Sauf qu'ici, on aimerait bien faire un tour du monde et rencontrer des personnes qui sont un peu plus éloignées aussi, finalement, de notre culture. Parce que c'est vrai qu'au Canada, finalement, on n'a pas eu de gros bouleversements. Hein. C'est quand même très, très européen dans la manière de fonctionner. Donc là, on a envie de se détacher de tout ça, d'aller rencontrer des peuples un peu plus isolés et de partager des styles de vie et des projets positifs. Et puis, par la même occasion, si on peut aussi réduire notre empreinte carbone, voyager autrement, puisque c'est vrai qu'au Canada, on avait une voiture. Donc là, on est occupé à réfléchir pour voir si on ne peut pas voyager de manière plus écologique, que ce soit en vélo, en stop, voilà. Une autre question, monsieur. À propos de ce mode de vie et de transition, je crois qu'il y a vraiment un gap culturel qui se crée entre ma génération, 60-66, 6 ans, et les jeunes. Et on rencontre beaucoup de jeunes en ce moment, ça a été en Nouvelle-Zélande ou en Amérique du Sud, ou nos propres enfants, qui sont sur des données complètement différentes des nôtres. Et il faut qu'on l'accepte et il faut qu'on l'encourage. Et par exemple, nous, 2 enfants qui sont vraiment, ils terminent les études, ils ont fait de belles études, et on sait qu'ils ont envie d'autre chose. Et on a envie de résister et de leur dire, mais quand même, vous avez fait des études, acceptez de vivre en ville, et puis gagner de l'argent, et puis vous voyez un peu plus tard. Et vous incarnez bien dans la problématique, et bravo d'être passé d'environnements très naturels, où l'on produit
et où l'on consomme gentiment de la chasse, par exemple, à ce que vous vous apprêtez à faire en milieu urbain. Parce qu'on ne peut pas s'affranchir de la ville. Et donc, travailler beaucoup sur ce thème, parce qu'il y a énormément de choses à faire et à dire, et à inventer. Et merci. Merci à vous. J'ai une question là, justement. On voit que certaines personnes ont des projets de Ligos qui maintenant fonctionnent, parce qu'on l'avait en conclusion. Donc ils ne sont pas coupés, hein, bien sûr, de l'économie, l'économie de marché. Et d'autres semblent vivre en autarcie, tel Nick, Padma. Peut-être qu'au sein d'une communauté peut-être plus simple. Mais Padma, de quoi vit-il en fait ? Alors c'est un artiste, donc il vend ses peintures, il vend ses instruments de musique. Donc voilà, et je pense que la majorité de ces personnes finalement vivent avec très peu de choses en fait, et beaucoup de l'entraide en fait, c'est ça qu'on réalise. Donc pour nous vraiment, c'est peut-être pas l'endroit où on s'est senti le plus à l'aise chez les hippies au début, mais on a vraiment réalisé qu'il y avait quelque chose de puissant qui était en train de se transformer, donc vraiment de Nick qui avait eu les capacités et la possibilité d'acheter en terrain, et donc lui il a carrément cherché des personnes autour de lui dans sa région, même des personnes en plus pauvres. Voilà, il y a une famille qui venait de débarquer avec 2 enfants, ils vivaient dans un bus scolaire en plein milieu de la forêt, et donc il leur a dit, ben voilà, venez sur mon terrain, vous travaillez pour moi, on apprend à vivre ensemble, et puis après on va vivre de ça, on va aller vendre nos légumes dans les marchés bio et tout ça. Et on réalise que c'est vraiment un mode de société nouveau et qui est vraiment porteur d'espérance pour l'avenir. Et certains disent, j'ai retenu 2 phrases, notamment celle de Stan qui disait, vous savez, c'est pas facile en fait. C'est un gros effort, c'est un gros sacrifice de vivre comme ça en pleine nature. Le chemin a certainement été long. Et puis cette phrase aussi de Maxime qui disait que j'ai eu la chance de naître au Canada et pas en Syrie. Ça amène justement ce type de question. Est-ce que finalement ce mode de vie dont on rêve tous, qui est certainement, c'est pas toujours facile, le chemin pour l'atteindre n'est pas forcément évident, mais dans un pays en guerre, dans un pays où les gens finalement n'arrivent même plus à vivre de leurs besoins primaires, est-ce que ce mode de vie est vraiment envisageable ou est-ce que c'est un luxe de pays développés? C'est pour ça, je pense qu'à partir du moment où on réalise la chance qu'on a, d'autant plus on se doit d'essayer de réaliser des projets, parce que je pense qu'on a vraiment... oui, on a beaucoup de chance, comme dit Maxime. Et après, comme il le dit, une fois que nous, on est droit dans nos bottes et qu'on apprend à aimer la manière dont on vit ce qu'on fait, on peut, après cela, apprendre à s'ouvrir vers l'extérieur et du coup, après, aller aider aussi d'autres projets et aider deux autres. C'est sûr qu'il faut, à un moment donné, essayer de ne pas être trop égoïste non plus et de se dire que si on a de la chance, essayer d'emmener les autres avec nous dans nos projets, ça c'est encore le mieux à faire aussi. Oui, et le défi est de taille parce que le monde est vaste, les existences sont multiples, diverses, les destins aussi, et effectivement. On va prendre une dernière question dans le public, s'il y en a une. Oui, monsieur, levez-vous. Combien de temps a duré le voyage ? 1 an. En fait, on est parti 1 mois en Islande. On a fait un test parce que moi, j'avais jamais expérimenté le woofing. Et donc, le Canada, c'était aussi le grand saut pour moi. Donc, il y avait beaucoup d'appréhension. Donc, on est parti 1 mois en Islande. Et puis, on avait un PVT, donc un permis vacances-travail au Canada. Voilà. Et ce sera donc la conclusion. Merci. En vous remerciant pour ce très très beau film et cette belle leçon de vie. On est en train de projeter plusieurs projections en Belgique et en France. Si vous avez aimé le film, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Si vous avez pas aimé, n'en parlez à personne surtout. Et si vous avez aimé, vous pouvez nous retrouver sur notre page Facebook Go Explore 2016. Donc Go Explore 2016 et vous trouverez toutes les informations relatives au film et à nos futurs projets aussi, si vous voulez nous suivre. Voilà. Et si ça peut vous rassurer, il n'y aura pas que de la salade au déjeuner. Voilà, donc je pense que ça merci à vous et au festival. Merci à vous, n'hésitez pas à échanger avec Delphine et Quentin sur leur film ou sur leurs futurs projets, bien entendu.